Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures. Et comme vous l'attendiez certainement avec grande impatience peut-être, on va donc parler dans cette vidéo de tout ce qu'il faut savoir sur les sommes. Ok? Alors, peut-être que vous l'avez déjà vu passer, le symbole que je vais vous représenter d'un qui suit, celui-là. Et en général, la première fois qu'on le voit, ça fait un peu peur. Et bah, vous allez voir que dans cette vidéo, vous allez en savoir plus sur ce symbole. Et vous verrez que avec un tout petit peu de manipulation et d'entraînement, en vrai, on s'y fait à ce symbole. Alors, ok. Tout d'abord, pour définir déjà, normalement, si on se donne donc des nombres complexes, donc soit U1, U2, jusqu'à UN, des nombres complexes. On note la somme U1 plus U2 jusqu'à UN de la manière suivante. C'est-à-dire, on va la noter comme la somme sur K qui va de 1 à N des UK. Donc, ça, quand vous avez comme ça un nombre fini de nombres complexes, ok, qui peuvent être bien évidemment réels du coup, et bah la somme de nombres réels peut être notée avec ce symbole-là, sigma. Dans ce symbole sigma, ce qui est hyper important, c'est qu'il faut repérer des bornes de sommation. Donc là, ici, on commence la somme à 1 et on l'arrête à n, ce qui veut dire qu'il y a n termes, ok, de U1 jusqu'à U. Voilà. Ce que vous allez repérer également dans la somme, du coup, c'est ce qu'on appelle l'indice de sommation. Donc là, ici, c'est K, et on voit, il est également dans la somme. Ok, ça donne ce que je veux vous dire. Et donc, de manière générale, quand vous avez une somme comme ça finie de nombres complexes, on pourra noter une somme de ce type, toujours sous ce format-là. Ok. Donc ça vaut pour une somme finie de nombres complexes, mais également pour une, par exemple, si on prend une famille, donc soit I, un ensemble fini, donc en général d'entier, c'est mieux, d'entier naturel. On va se prendre soit, donc on note 8, une famille d'éléments indexés par l'ensemble grand I, ok. Donc c'est une famille d'éléments, une famille finie du coup, d'éléments de grand I. On note la somme pour I appartenant à grand I des 8 comme étant la somme sur tous les indices I qui appartiennent à grand I. Donc U I0 plus I U I1 jusqu'à par exemple U IP. Et donc tous les indices I0, I1, I2 jusqu'à IP, tout ça, ils appartiennent à l'ensemble I, ok, par lequel on indexe la somme. Ok, donc voilà ce qu'il faut retenir pour déjà la notation de la somme, ok, pour des ensembles finis, ok, donc une somme finie d'éléments. On verra un petit peu dans l'année plus tard qu'on peut faire des sommes infinies, ce qu'on appelle les séries. Et là, bah, du coup, parler de somme pour les séries, vous verrez que c'est pas tout à fait la même signification. Ok, on en reparlera au moment où on fera les séries. Ok, bon. Alors, une fois qu'on a un petit peu compris comment on peut noter une somme, je vous propose de voir un certain nombre de propriétés élémentaires sur les sommes. Ok, donc propriétés, c'est tout d'abord, première chose, l'indice de sommation il est muet. Donc, indice muet. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous écrivez la somme sur I qui va de 1 à N des UI, c'est la même chose qu'écrire la somme sur J qui va de 1 à N des UJ. Ok. L'idée étant, derrière, l'indice il est muet, mais ce qui est important et ce qu'il faut bien comprendre, c'est surtout que, en fait, on somme sur les mêmes éléments, fondamentalement. Donc, du coup, étant donné qu'on somme sur les mêmes éléments, donc on somme pour des U, à chaque fois qui vont de 1 jusqu'à N, et bah, que je mette des UI ou des UJ, bah, je prends exactement les mêmes éléments. Du temps que je vais de 1 à N, je prends les mêmes éléments, bah, je m'en fiche de l'indice de sommation. Donc, pour la somme, l'indice de sommation est muet. C'est-à-dire que j'écris ça ou ça, c'est la même chose. Ensuite, on a les propriétés de linéarité.
Donc la linéarité, on a la linéarité au sens addition. Donc c'est-à-dire que quel que soit U1, U2 jusqu'à UN des nombres complexes, et donc quel que soit V1, V2 jusqu'à Vn des nombres complexes, et bah je peux écrire que somme sur i qui va de 1 à n des uk plus vk, quand je sommais tous les uk, quand je vais faire uk plus vk et que je vais tous les sommer de 1 à n, ça revient donc à faire la somme tout d'abord pour i qui va de 1 à n des uk, plus la somme sur j qui va de 1 à n des vk. Bon, donc pour k qui va de 1 à n des vk. Voilà. J'aurais pu mettre ici dans la somme parce que j'ai un moment donné, j'ai tenté à le faire. Pour j qui va de 1 à n des vj. En fait, ça n'aurait rien changé, c'est juste que. Voilà, je vais mettre des k, donc on met des k. Voilà, là c'est k et là c'est k aussi. Voilà. Ok, donc faire la somme pour k qui va de 1 à n des uk plus vk. Ça revient à faire la somme pour k qui va de 1 à n tout d'abord des k. Ok, j'ajoute la somme pour k qui va de 1 à n des vk. Ok. Cette propriété est vraie pour des sommes finies. Ok, ce qui sera tout le temps le cas dans ce chapitre. On verra que pour des sommes infinies, moyen, on ne peut pas écrire ce genre de choses. Ok. Et donc dans le cas des séries, il faudra se méfier. On ne pourra pas sommer comme ça assez facilement. Enfin, on ne pourra pas utiliser cette règle de linéarité. Donc je le répète, tout ce chapitre, des règles que j'énonce, c'est vrai que pour des sommes finies. Pour des sommes infinies, qu'on appelle donc les séries, certaines de ces règles justement ne sont pas tout le temps vérifiées. En particulier, la linéarité n'est pas toujours vérifiée. Dans ce sens-là en tout cas. Bon, ensuite, du coup, ça c'était la linéarité au sens addition. Et on a que quel que soit k appartenant, lambda appartenant à C, quel que soit U1 jusqu'à UN des nombres complexes, en fait la somme pour k qui va de 1 à n des lambda UK, vous avez une constante qui va multiplier tous les termes de la somme. En fait, vous pouvez dire que c'est la constante multipliée par la somme de tous les termes. Donc somme pour k qui va de 1 à n des uk. Ok, donc je le répète, quand vous avez une constante qui multiplie tous les termes de la somme et que vous les additionnez, en fait ça revient tout d'abord à additionner tous les termes de la somme auquel vous multipliez la constante. Voilà, donc ça c'est la linéarité de la somme. Bien évidemment, quand on va vouloir calculer des sommes, on va appliquer effectivement toutes ces règles là. Ok, donc là à bien avoir en tête pour effectuer des calculs dans toute situation. Ok. Bon, nous, pour faire des calculs de somme, on va avoir besoin de sommes dites de référence. Ok. Et donc, parmi les sommes de référence, on va commencer par des sommes que vous connaissez, puis après, on va voir d'autres sommes que vous ne connaissez pas. Dans cette vidéo, malheureusement, je vais juste énoncer les théorèmes de base. Éventuellement, vous donner l'idée de la démonstration. Et après, si j'ai le temps, dans d'autres vidéos, je ferai la démonstration. Parce que la vidéo est suffisamment lourde, et riche en propriétés à énoncer pour qu'en plus je fasse les démonstrations et que ça dure 2 heures. Donc j'ai pas envie que ça dure 2 heures. Donc c'est pour ça, vous m'excuserez, mais les démonstrations des théorèmes que j'énonce, je ne fais pas dans cette vidéo. Fermeture de la parenthèse. Donc, on revient sur des sommes usuelles. Donc, sommes usuelles. On va commencer par une première somme que vous connaissez bien. C'est la somme des entiers pour k qui va de 1 à n des k. Bon, quand je vais faire la somme des entiers pour k qui va de 1 à n, cette somme est égale à nn plus 1 sur 2. C'est aussi égal à la somme pour k qui commence à 0 jusqu'à n dk. Bon, en vrai, que je commence la somme à k égale 0 ou k égale 1, vous avez vu, ça n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que 0 plus quelque chose, ça n'a jamais changé grand chose, justement dans nos sommes. Ok? Donc c'est pour ça que j'ai le droit de commencer ma somme un petit peu de manière aléatoire comme ça. Ok? Soit 0 ou soit 1, les deux marchent très bien. Ok? Cette formule est due à notre ami Carl Friedrich Gauss, au 19e siècle du coup, qui l'a trouvée lors d'un exercice où le but était tout simplement de calculer la somme des entiers entre 1 et 100. Ok? Et donc, à cette époque-là, notre ami Friedrich Gauss, il a eu l'idée géniale de dire quoi? Il s'est dit, bon, ok, je calcule la somme de tous les entiers entre 1 et 100, mais c'est un peu compliqué. Donc, je vais regrouper les termes 2 à 2, pour qu'ils aient à chaque fois, quand je les regroupe, la même somme. Donc, il va les regrouper intelligemment. Il va regrouper 100 et 100 et 1. Donc, ça fait 100. Il va regrouper 100 et 2. Du coup, ça fait
Donc historiquement, comment que Carl Friedrich Gauss arrive à calculer cette somme-là? Et bah, il va donc regrouper les termes deux à deux de manière un peu astucieuse. C'est-à-dire que il va regrouper typiquement 99 avec 1, 98 avec 2, 97 avec 3, et ainsi de suite. Il va faire ça donc 51 fois. Et donc du coup, il va pouvoir déduire assez facilement de cette manière-là la somme des entiers entre 1 et 100, qui est égale à ça. Ok. Bon, maintenant revenons à notre deuxième somme favorite. C'est la somme des entiers au carré pour k qui va de 1 à n des k carrés. Bon, et vous avez compris, on peut aussi recommencer à 0. Voilà. Et donc ceci est égal à n, facteur n plus 1, facteur 2n plus 1 sur 6. Ok. Et troisième chose, c'est la somme pour k qui commence à 1 et qui s'arrête à n des k au cube. C'est donc n plus 1 sur 2 et ceci au carré. Ok, le tout. Donc là, voilà, nos amis, les sommes usuelles à connaître bien évidemment par cœur et à savoir retrouver. Pour retrouver ces sommes-là, l'idée essentielle étant de faire un raisonnement par récurrence. On raisonne par récurrence, donc on fait la récurrence pour n égale 0 et n égale 1, du coup. On se rend compte que la propriété marche très bien. Après, on va tenter de démontrer tout simplement la propriété aura n plus 1, sachant qu'elle aura n, et on arrive très facilement à l'hérédité. Bon, voilà, c'est pas un raisonnement qu'on va faire dans cette vidéo, mais voilà un petit peu l'idée de la démonstration de ces sommes usuelles, comment on peut procéder. Bon, maintenant, cela étant dit, on va aller un petit peu plus loin, parce qu'en effet, bon, là on a les sommes de référence vraiment de base, mais on va vouloir calculer des sommes un peu plus élaborées au fur et à mesure. Et une des techniques pour calculer des sommes un peu élaborées, déjà en premier temps, ça va être notre magnifique ami, le télescopage. Alors ces formules-là, vraiment, ça va devenir votre ami, ça va être votre outil préféré, cet outil qui est le télescopage. Hein. Donc, des télescopages et sommes, ou sommes télescopiques. En quoi ça consiste? Donc là, l'idée, ça va être la suivante. On va se prendre M et N des antinaturels. M, N des antinaturels avec M plus petit que N et UI à part une famille de nombres complexes. Ok. Ok. Et l'idée du télescopage, c'est de calculer quoi? C'est de calculer la somme pour k qui commence à m et qui s'arrête à n de uk plus 1 moins uk. Et donc cette somme-là, il se trouve qu'elle est égale à la chose suivante. Ça va être le dernier terme ajouté, donc un plus 1, moins le premier terme qu'on ajoute, um. Alors, pour comprendre un petit peu ce qui se passe, je vous propose qu'on écrive la somme avec des pointillés, ok? Chose qu'on fera rarement au fur et à mesure des exercices, vous verrez. Mais là, pour qu'on comprenne un petit peu l'idée qu'il y a derrière la formule, il faut on va déjà dans un premier temps écrire la somme avec les trois types en suspension. Donc K démarre à M et j'arrête à N des UK plus 1 moins UK. Et après, du coup, on comprendra l'idée de pourquoi on appelle ça somme télescopique. Bon, on va écrire d'abord les premiers termes de cette somme. Donc j'ai UM plus 1 moins UM. Ok, je vais ajouter UM plus 2 moins UM plus 1. Ok, j'ai ajouté UM plus 3 moins UM plus 2. Je continue le procédé, je m'arrête à l'avant-dernier terme qui est UN moins UN moins 1 plus UN plus 1 moins UN. Ok. Si on prenons 5 secondes pour observer. Observez bien les termes de la somme. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de termes qui vont pouvoir se simplifier entre eux. En particulier, le premier terme positif de la première somme va simplifier avec le deuxième terme négatif de la seconde. En effet, c'est UM plus 1. Ça va être pareil pour UM plus 2. UM plus 2 va simplifier avec moins UM plus 2. On continue comme ça. UM plus 3 va simplifier avec moins UM plus 3. Et ainsi de suite jusqu'au terme UM, UN, qui va simplifier avec moins UN.
Et donc, il va me rester les deux termes voulus, c'est-à-dire un plus 1 moins un. Alors du coup, vous vous en doutez bien, parfois dans les exos, ce qui sera parfois le cas, ça peut arriver une fois sur deux, quoi, faut vous le dire, c'est que parfois on vous donne pas une somme de la forme UK plus 1 moins UK, mais de la forme UK moins UK plus 1. Bon. Dans ce cas-là, vous utilisez la linéarité de la somme pour dire que c'est moins la somme pour K qui va du premier indice vers le dernier, de UK plus 1 moins UK. Ok. Et après, vous appliquez cette formule-là, qui est la formule du télescopage. Ok. Bravo. Vous verrez, voilà, on fera un exemple dans d'autres vidéos pour que vous puissiez voir un petit peu à quel point c'est puissant, mais c'est vraiment incroyable. Ça vous permet de calculer des sommes qui, en apparence, sont hyper compliquées. Ok. Et donc, vraiment, l'idée derrière le télescopage, c'est que dans la somme, à l'intérieur de la somme, vous connaissez un terme et son précédent, ou un terme moins son précédent, ou un terme moins son suivant. Ok. Et de là, bah, vous invoquez directement l'idée télescopage. Une fois vous reconnaissez ça à l'intérieur de la somme. Bon, voilà. Ça, c'est pour, on va dire, les sommes un petit peu sympathiques, telles que les sommes télescopiques. Après cela, il va falloir qu'on introduise plusieurs autres choses encore. Tout d'abord, on va revenir à quelque chose que vous connaissez bien normalement. Donc, rappel. Somme de suite des termes d'une suite arithmétique et géométrique. Ok. Alors ça, c'est hyper important à avoir en tête. Donc, dans un premier temps, premier cas, on va se donner UN, une suite arithmétique de raisons R. Donc, R pouvant être ici complexe. Hein. Ça veut donc dire quoi que UN est arithmétique? Ça veut donc dire que quel que soit n dans n, vous pouvez écrire que UN, c'est égal à U0 plus n fois R. Et donc, du coup, ou bien aussi une autre manière de dire, UN plus 1, c'est donc le terme précédent UN auquel on ajoute la raison R. Donc R, j'ai oublié de le préciser, c'est dans C. Voilà. Donc, ça c'est une suite arithmétique. Et si je veux calculer S, qui est la somme des termes pour K qui commence à 0, qui s'arrête à ND UK, je vais dire c'est la somme pour K qui commence à 0, qui s'arrête à ND U0 plus K fois R. Ok. J'ai juste remplacé UK par sa formule, qui est U0 plus K fois R. Ok. Ensuite, ceci va me donner n plus 1 fois U0 par linéarité de la somme, plus n facteur n plus 1 sur 2 fois R. Et donc ceci me donne la formule pour déterminer tout simplement la somme des termes d'une suite géométrique. Ok. Bon, en vrai, vous voyez, si vous faites comme moi là en vidéo, c'est-à-dire vous la retrouvez, ça marche très bien. Il n'y a pas forcément besoin de l'apprendre par cœur. Je sais qu'il y a des profs de maths qui veulent absolument que vous l'appreniez. Moi, je les conseille. Je vous conseille plutôt de retrouver au maximum les choses. Ce qui est le cas ici. Ce genre de raisonnement, on va dire, c'est vous avez compris le principe des sommes. Normalement, ça se retrouve très vite. Bon, voilà. Alors, on va se donner un autre rappel aussi, intermédiaire. Somme des puissances de Q, ok, de Q puissance K, K pouvant être, K appartenant à N. Donc, du coup, on va se donner K un nombre complexe, et on voudrait calculer la somme pour K qui commence à 0 jusqu'à N des Q puissance K. Bon, il y a plusieurs possibilités. Tout d'abord, si K est différent de 0, de 1. Et c'est même pas K d'ailleurs, c'est si Q différent de 1, c'est plutôt ça l'idée. Si on a que Q est différent de 1, et bah cette somme là, elle vaut 1 sur Q puissance nombre de termes, n plus 1, sur 1 moins Q. Et après, au cas où vous ne connaissez pas la somme à 0, mais un indice n quelconque, enfin un indice k quelconque plutôt pour pas brouiller les pistes, ça sera toujours 1 moins Q puissance nombre de termes de la somme, divisé par 1 moins Q, mais vous multipliez cette fois-ci par le premier terme. Là ici, en soi on n'a pas de premier terme, il vaut 1, donc on a directement cette formule-là.
puisqu'on commence à k égale à 0. Et ensuite, bah, au cas où, en fait, si q égale à 1, vous allez sommer donc n plus 1 fois 1, et donc ceci vaut n plus 1. Ok. Pourquoi je vous ai rappelé ça? C'est parce qu'à l'aide de cette formule, on peut donc retrouver la somme des termes d'une suite géométrique. Donc soit un, une suite géométrique, de raison q appartenant à C, c'est-à-dire donc que quel que soit n appartenant à n, vous avez que un c'est u0 q puissance n, ou bien un plus 1 c'est un q puissance, enfin q tout court, ok, c'est le, pour obtenir le terme qui suit, on prend le terme précédent que l'on multiplie par q, par la raison. Et dans ce cas-là, la somme pour k qui commence à 0, qui s'arrête à n des uk, dans ce cas de figure, c'est la somme pour k qui commence à 0, qui s'arrête à n des u0 q puissance k. Et donc ça, c'est tout simplement u0. Enfin là, on a deux solutions. C'est égal soit à u0 fois 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Ça, c'est si q différent de 1. Et si q égale à 1, c'est u0 multiplié par n plus 1. C'est q égale à 1. Faites bien gaffe, hein. Il faut absolument ici que q, il faut bien vérifier à chaque fois si votre raison q est égale ou pas à 1, parce que selon dans le cas de figure dans lequel vous êtes, vous n'avez pas nécessairement les mêmes résultats. Ok. Une fois qu'on a écrit tout ça, on est plutôt content, puisqu'on va pouvoir aborder une formule assez sympa qui va nous permettre de factoriser des trucs déjà. Alors, pour cela, j'applaudis la formule de Bernoulli. Donc là, non, c'est pas la loi de Bernoulli comme un proba. Là, c'est vraiment une formule qu'il a établie. Et c'est pas non plus la mécanique des fluides. Moi, je vous vois venir là, depuis celle-ci et votre filière qui met un peu trop la physique à mon goût. Donc non, il y a une vraie formule pour Bernoulli. Et elle nous dit quoi? Elle nous dit que si vous prenez A et B des nombres complexes, n un entier naturel quelconque, et que vous les factorisez A puissance n moins B puissance n, en fait, ceci est factorisable par A moins B fois la somme pour k qui commence à 0 et qui s'arrête à n moins 1, des A puissance k, B puissance n moins k. Bon, en vrai, c'est aussi égal à A moins B, toujours, fois la somme pour k qui commence à 0 et qui s'arrête à n moins 1, des A puissance n, des A puissance, hop, A puissance n moins 1 moins k, fois B puissance k. Et donc là, faites gaffe, j'ai mis une petite coquille, c'est n moins 1 moins k. Ok. Alors, comment qu'on peut se retenir ça? C'est tout simplement, bah, il y en a un, c'est la puissance de k à laquelle on bosse. Il y en a un, bah, c'est la puissance finale moins la puissance de k à laquelle on bosse. Ok, pour les deux termes, pour retenir. Voilà, ces deux sommes-là, elles sont tout à fait équivalentes. Et pareil, pour démontrer cette formule-là, c'est juste un télescopage. Un télescopage et un changement d'indice. Ok. Alors pareil, vous allez me dire, ouais, mais les changements d'indice, vous ne nous en avez pas parlé. Oui, ça, je me réserve une vidéo d'exo où on va justement faire que des changements d'indice. Ok, donc ne vous inquiétez pas. Les changements d'indice à venir, on en reparle dans une autre vidéo. Ok, parce que sinon, ça va être trop. Donc ça, pareil, par cœur, à bien avoir en tête cette formule de Bernoulli. Ok, donc pour A, B, des nombres complexes. Et de manière générale, là, la formule de Bernoulli, je vous la donne pour des nombres complexes. Mais en fait, c'est vrai pour deux éléments dès qu'ils commutent. Vous pouvez écrire cette formule-là. Dès lors où vous avez deux éléments de n'importe quel corps qui commutent, vous avez toujours le droit d'écrire cette formule-là. Et donc en particulier, si vous arrivez à travailler par exemple dans un ensemble un petit peu particulier de matrices, où vous avez que les matrices carrées commutent, et bah vous pourrez écrire cette formule-là. Ou très souvent, bah, vous allez avoir par exemple une matrice et l'identité, et donc l'identité commutant avec toute matrice, vous allez pouvoir écrire aussi cette formule-là pour factoriser par exemple une certaine matrice à la puissance n moins l'identité. Ok, vous pourrez directement écrire cette formule-là puisque la matrice identité commute avec tout. Voilà. Bon, là, je vais pas trop rentrer dans les détails, on rentre dans de l'algèbre ultra générale. Et donc là, pareil, on en reparle au moment où on fait les gros paysans. Bon. Ok, maintenant il va falloir qu'on redéfinisse ensemble quelque chose, une opération que vous avez vue l'an dernier en terminale, mais qui a été vue un peu vite fait.
Alors bon, ça va, la génération 2006, vous avez quand même eu un vrai bac. Pas comme nous, 2005, où on va dire qu'on a un petit peu chômé, mais c'est pas grave. Au moins, vous avez eu un vrai bac. Donc, c'est-à-dire, vous, ça a été un peu plus bossé que nous. Mais on va devoir définir ce que c'est que la factorielle d'un entier. Ok. Bon. Donc, soit n en entier naturel non nul. Non. On appelle factoriel n l'entier suivant. Donc, l'entier que l'on note n factoriel, donc n avec un point d'exclamation, qui est égal au produit pour k qui commence à 1, qui s'arrête à n dk. Alors, ça, on en reparlera de cette notation-là. Ça, c'est la notation tout simplement usuelle pour le produit. Et donc là, de manière intuitive, c'est donc 1 fois 2 jusqu'à n. Ok, c'est ce produit-là, n factoriel. Alors, une fois qu'on a défini la factorielle dans l'entier, on va donc pouvoir parler de la définition du coefficient binomial. Ok, donc définition du coefficient binomial avec ses propriétés. Alors, comment qu'on va définir le coefficient binomial k parmi n? Il faut déjà donner deux entières. Donc, soit kn des entiers. Alors, ils peuvent être relatifs, mais ça n'a pas beaucoup de sens. Ok, honnêtement. Donc, je vais le prendre dans n, comme ça, au moins, c'est clair. Donc, k parmi n, c'est ce coefficient binomial-là. Et donc, il y a deux valeurs qui sont possibles pour ce coefficient binomial. C'est soit il vaut n factoriel sur k factoriel facteur n moins k factoriel. Ça, c'est le cas que vous connaissez bien. Et en fait, dans ce cas-là, c'est-à-dire que k, il est compris entre 0 et n. Ok. Normalement, ça, c'est la définition, vous connaissez bien de la terminale. Et après, il y a un autre cas, en fait. Par exemple, vous n'êtes jamais posé qu'est-ce qui se passe si k il est plus grand que n, ou k négatif, justement. Bon, même si j'ai pas mis la définition, en vrai, on pourrait s'amuser à mettre un nombre k négatif. Bon, dans les autres cas, c'est nul, ce coefficient binomial. Donc ça, c'est pas la définition du coefficient binomial. Les propriétés qui en découlent du coefficient binomial sont les suivantes. Donc là, on va les écrire tranquillement. Donc là, dans un premier temps, on va voir une première propriété qui est assez évidente. C'est le fait qu'un coefficient binomial, k parmi n, c'est un entier. Ok, c'est un entier qui peut être positif ou nul. Voilà, là en vrai, il n'y a qu'à se référer à la définition. K parmi n, c'est un entier qui est positif ou nul. Ensuite, deuxième chose au niveau du coefficient binomial, c'est la propriété de symétrie. Alors là, je vais vous faire une petite figure après, qui va venir. Mais on a l'idée, donc là, je vais préciser, on va prendre nk dans n, comme ça, on va pas s'embêter. Propriété de symétrie, on a le fait que k parmi n, c'est la même chose que n moins k parmi n. Ok, alors pour illustrer ceci, je vous propose un petit schéma qu'on appelle couramment le triangle de Pascal. Ok, donc dans ce triangle de Pascal, ça ressemble à un tableau dans lequel, tout simplement, au niveau de vos colonnes, vous allez avoir les valeurs du k possible. Au niveau des lignes, vous allez avoir les valeurs de n possibles. Ok, donc là, on va faire suffisamment de lignes pour que vous puissiez visualiser un peu la chose. Voilà, on va dire il y en a suffisamment comme ça. Et on verra après si j'en ajoute. Donc là, on a le k, ça fait 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, pour n, 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, on va dire il y a suffisamment de lignes déjà. Et donc les coefficients binomiaux, c'est ceux-là. Et donc, après remplissage de ce merveilleux tableau, on a donc les coefficients binomiaux qui suivent. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment on remplit ce tableau-là? Comment on construit? Ça, c'est la propriété suivante qui va nous l'expliquer. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a symétrie du coefficient binomial. C'est-à-dire que si vous fixez un entier quelconque, donc là, par exemple, pour n égale 2, et que vous allez regarder donc le coefficient binomial n parmi k, enfin k parmi n plutôt, en fait, c'est la même chose que de regarder le coefficient binomial k parmi n. Donc là, regardez ce coefficient binomial-là, c'est la même chose que regarder ce coefficient binomial-là. Encore pire, si vous vous fixez par exemple sur la quatrième ligne, genre celle-là, et que vous regardez le coefficient binomial 1 parmi 4.
Et ben en fait, c'est la même chose que regarder les coefficients binomiaux 3 parmi 4. Voilà, vous avez celle-là qui est égale à ça. Ok. Et de même, si vous regardez par exemple 2 parmi 5, voilà, bah, c'est la même chose que regarder 3 parmi 5. Donc ça, c'est la propriété symétrique qui traduit le coefficient binomial. Et comment on construit ce tableau coefficient binomial? C'est en partie à cause de la formule de Pascal, d'une part, qui vous dit quoi? Qui vous dit que en fait, k parmi n plus k plus 1 parmi n, c'est égal à k plus 1, du coup, oui, parmi n plus 1. Ok. Par exemple, pour obtenir ce coefficient binomial là, ça veut dire que je vais prendre les deux coefficients binomiaux que je vais mettre en bleu ciel. Donc celui sur la ligne qui est juste au-dessus. Ok. Et toujours sur la ligne qui est juste au-dessus, je vais prendre celui qui est à gauche de celui que j'ai pris au départ. Et je les additionne entre eux pour obtenir le coefficient binomial qui est en bas. Ok. En bleu foncé. Ça, c'est un des éléments qui permet de construire ce tableau-là. Donc, qui est le triangle de Pascal. On le construit entièrement avec la formule de Pascal. Et de plus, quelques éléments en plus, c'est qu'il faut savoir que 0 parmi n, c'est la même chose que, du coup, par propriété symétrique que n parmi n. C'est-à-dire, ça fera toujours 1. Ok, on se sert de ça. Et on se sert du fait aussi que, du coup, en général, quand vous avez 1 parmi n, c'est la même chose qu'avoir n-1 parmi n. Et ça, ceci vous donne n. Et parfois, là, c'est pas obligé de l'apprendre. Les deux premiers, c'est bien de les avoir en tête, mais après, le dernier, il n'est pas obligé. Vraiment pas obligé. Si vous avez 2 parmi n, c'est la même chose qu'avoir n-2 parmi n. Et ceci fait n facteur n-1 sur 2. Voilà. Donc oui, quand vous regardez ça, vous dites, bah, ça me fait penser quand même à la somme des entiers entre 1 et n-1. En soi, on peut y voir comme un petit lien. Bon, ce ne sera pas exactement ce lien-là qu'on fera avec les coefficients binomiaux et les sommes, mais en effet, il y a un lien entre les coefficients binomiaux et les sommes, qu'on va voir dans quelques instants. Donc voilà, c'est à partir de ces propriétés-là qu'on établit le fameux triangle de Pascal. Triangle de Pascal, à savoir refaire et à connaître du moins les valeurs par cœur. Moi, je vous conseille de les connaître jusqu'à 5. Après, là, bon, ça se retrouve par du calcul. Mais au moins, bah, bien avoir en tête les premières valeurs. Les premières lignes. Comme ça, vous gagnez du temps. Évidemment, plus vous les connaissez, mieux c'est. Voilà. Moi, en général, c'est qui sont les valeurs les plus utilisées, on va dire, c'est les valeurs pour n égale à de 1 jusqu'à 5. C'est les valeurs les plus utilisées. Au-delà, j'ai rarement vu quand même d'utilisation pratique en exercice. Sauf une fois en DS où bon, il fallait calculer, je crois, 11 parmi 7, un truc comme ça. Bon, là, ce jour-là, c'était un peu space, c'était un DS, mais bon. Sinon, en vrai, la plupart du temps, c'est jusqu'à 5 que vous servez de ces choses-là. Bon, pourquoi j'ai fait un long discours autour du coefficient binomial? C'est pour vous énoncer une formule que vous avez vue peut-être en termes de maths experte. C'est la formule du binôme de Newton. Et oui, vous avez peut-être posé la question de comment on développe n'importe quoi à n'importe quelle puissance. Vous n'avez jamais posé la question. Et bah, la réponse est dans la formule du binôme de Newton. Elle tient là. Donc, quel que soit AB appartenant à C, quel que soit N dans N, on démontre essentiellement par récurrence que A plus B le tout puissance N, c'est la somme pour K qui commence à 0 jusqu'à N, des K parmi N, A puissance K, B puissance N moins K. Et pareil, par un changement d'indice, on peut aussi démontrer que ceci est égal à la somme pour K qui commence à 0 jusqu'à N, des K parmi N, A puissance N moins K, B puissance K. Ok, oui, normalement, on devrait avoir du N moins K au niveau du coefficient binomial si je fais le changement d'indice jusqu'au bout, mais par symétrie après du coefficient binomial, on a exactement le même coefficient binomial. Ok, voilà. Donc ça, c'est la formule du binôme de Newton, et avec ça, on peut développer n'importe quoi à n'importe quelle puissance. Et justement, en fait, dans cette formule du binôme de Newton, on voit apparaître, comme je l'ai dit, un coefficient binomial, et les coefficients binomiaux, où vous allez les trouver? Et bien, les coefficients binomiaux, vous allez les trouver dans le triangle de Pascal que vous faites. Ok, c'est-à-dire, par exemple, vous développez un truc à la puissance 5. Vous allez donc faire le triangle de Pascal jusqu'à n égale 5. Donc, vous allez avoir en tout 6 lignes. Parce que oui, la ligne n égale à 0, ça compte pour une ligne. Donc, du coup, vous allez faire 6 lignes. Vous allez vous placer à la 6e ligne. Donc, à la ligne, vous avez 5. Et donc, vous allez voir que les coefficients binomiaux sont
possibles sont 5 parmi 0, 0 parmi 5 qui font 1 parmi 5 qui font 5, 2 parmi 5 qui font 10, 3 parmi 5 qui font 10, 4 parmi 5 qui font 5 et 5 parmi 5 qui font 1. Ok? Et après, bah, vous mettez les A et les B aux bonnes puissances. Ok? Mais c'est essentiellement à cause de ce triangle de Pascal que on arrive à développer ceci à la puissance n. Pour la démonstration de cette propriété que vous voulez tant voir, je crois que j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais vu que c'est tellement intéressant, je la referai. Il y aura une autre vidéo qui ressortira là-dessus, à ce sujet-là. Au niveau de la démonstration de la formule, c'est essentiellement, encore une fois, par récurrence. Et il y a des petits changements d'indices un peu exotiques. Donc, bah, je vous expliquerai tout ça au moment où on fera la démonstration. Bon, une fois qu'on a vu les formules du binôme, bah, on a à peu près tout vu sur les sommes. Enfin, en fait, non, pas tout. On a vu tout ce qui se passe pour des sommes simples. En vrai, parfois, on va vouloir faire des sommes doubles. Ok? Et on va voir concrètement déjà à quoi, visuellement, comment on peut se visualiser une somme double. Bon, alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une somme double? Donc, pour cela, il faut se donner une famille de nombres complexes. Donc, soit UIJ, I compris entre 1 et N, et J compris entre 1 et du coup M, une famille de nombres complexes. Et bien la somme double, donc sur la famille UIJ, ça va être la somme pour I compris entre 1 et N et J compris entre 1 et M des UIJ. Et donc de manière pratique, ceci revient à sommer les éléments d'un tableau à n lignes et m colonnes. Ok? Quand on écrit la somme double, comme ça sur les indices I et J, I allant de 1 à n et J allant de 1 à m, de la famille U et J, en fait ça revient à sommer tous les éléments de ce tableau-là, ok, que je vous ai fait à droite. C'est-à-dire on va faire U1 plus U12 jusqu'à U1M, U21, U2 jusqu'à U2N, et ainsi de suite. Je somme tous les éléments comme ça de mon tableau. Bon, ça, c'est la définition théorique de ce que c'est qu'une somme double. Ok, ça revient à sommer tous les éléments d'un tableau. Bon, en vrai, dans la vraie vie, on va pas, quand on va vouloir calculer des sommes doubles, on va vouloir être un peu malin, c'est-à-dire donc on va vouloir notamment permuter les sommes. Et donc, on en vient à un certain nombre de théorèmes qui permettent de permuter les sommes. Tout d'abord, bah, il y a un théorème très simple, c'est dans lequel on veut permuter des sommes. Donc, permutation de sommes doubles. Donc là, le théorème, il est assez simple. Donc, on va se donner soit UIJ, y compris entre 1 et n, j compris entre 1 et p. Ceci, une famille de nombres complexes. Et donc, le but serait de sommer pour i compris entre 1 et n, pour j compris entre 1 et p, les éléments UJ de cette famille. UIJ de cette famille. Donc comment je fais ça? Bah, en fait, ça revient à faire la somme d'abord sur les indices I qui vont de 1 jusqu'à n des UIJ. Puis ensuite la somme sur J qui va de 1 à P des UIJ. Ok? Je somme d'abord sur les indices I et ensuite je somme sur les indices J. Ok? Et dans l'autre sens, on peut aussi dire que c'est égal à la somme pour J qui commence à 1 qui s'arrête à P des UIJ. Et après, on somme pour I qui va de 1 à N des UJ. Ok? Ça, c'est la permutation de somme double. C'est quand tout va bien et que les indices IJ n'ont pas de dépendance entre eux. Vous voyez? Les indices IJ peuvent varier librement. Donc, bah, naturellement, on peut permuter de manière très simple des sommes doubles. Ok? Donc, on peut commencer sur I pour aller de 1 jusqu'à N et ensuite sur J pour aller de 1 jusqu'à P. Mais on peut aller dans le sens, commencer par J qui va de 1 jusqu'à P et ensuite sur I qui va de 1 jusqu'à N des UIJ. Ok? Ça, c'est une première manière de permuter des sommes doubles.
Ensuite viennent deux théorèmes extrêmement importants. Parce que parfois, vos indices IJ, et ben malheureusement, ils peuvent avoir une dépendance par une relation de comparaison. Ok. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir qu'on introduise le théorème de notre ami Fubini. Donc, théorème de Fubini pour les sommes. Et c'est avec ce théorème-là, d'ailleurs, qu'on résout un des exos que j'ai mis sur la chaîne où il consistait à manipuler des sommes et les coefficients binomiaux. Ok. Donc, j'invite à les faire. Cet exo, il est très, très, très bien. La vidéo, je crois, il fait 16 ou 17 minutes. Mais franchement, l'exo en vaut la peine. Faites-le. Ça vous permet de manipuler les coefficients binomiaux en même temps et manipuler les changements d'indices, binôme de Newton et le petit théorème de Fubini qui va suivre là. Ok. Vraiment, c'est un très très bel exercice. Moi-même, quand j'ai eu en code, du coup, parce que c'est un exo-code que j'ai eu, que je l'ai partagé là. Franchement, faites-le. Il est très très bien cet exo. Il va vous entraîner. Et il va que vous forger. Bref, théorème de Fubini. Théorème de Fubini, donc on se donne une famille de nombres complexes, toujours. Et cette fois-ci, les indices, ils ont une importance. Enfin, les indices IJ de la famille, là, ils vont être ici. Par cette relation-là. On voudrait faire la somme pour I inférieur ou égal à J, J inférieur ou égal à N, et donc I supérieur ou égal à 0 des UJ. Bon, ceci, c'est égal à la somme pour I qui va de 1 jusqu'à J, des UJ, de la somme pour la chose suivante, J qui va de... Alors, j'ai commencé à 0, donc on commence à 0. Pour J qui va de 0 à N, des UJ. Donc, je répète l'idée. On veut faire la somme double donc sur les termes UJ de la famille pour I inférieur ou égal à J et J inférieur ou égal à N. Et I positif, des UJ. Donc, une première manière de faire la somme, c'est de faire la somme pour I qui va de 0 jusqu'à J, des UJ. Et ensuite, je somme pour J qui va de 0 à N, des UJ. Ok. Voilà, ça c'est une première manière de faire la somme. Une deuxième manière de faire la somme convient également. Et donc là, dans le deuxième cas de figure, vu que J, il doit être plus grand que I, on va commencer la somme à I. Et on va l'arrêter à N. Et après, du coup, pour l'indice I, on va commencer la somme à 0 et je vais arrêter à N. Des UIJ. Bon, ceci donc, c'est un des théorèmes qui me permet de permuter les sommes doubles. Donc là, retenez bien. Dès lors où vous avez des indices I et J qui sont liés entre eux par le fait que I doit être inférieur ou égal à J et J inférieur ou égal à une certaine quantité, c'est ce théorème-là qui va tout simplement devoir être dégainé dans la seconde qui suit par vos cerveaux. Deuxième cas de figure, c'est donc un peu la même idée, c'est-à-dire on va sommer pour 0 inférieur ou égal à I, I inférieur strict à J et J inférieur ou égal à N, des UJ. Quand on veut faire une somme double de ce type-là, là, il faut repenser encore à Fubini. Mais cette fois-ci, ce théorème-là, cette version-là du théorème de Fubini vous dit quoi? Il vous dit que si vous voulez permuter les deux sommes, vous pouvez commencer la somme sur I qui va de 0 jusqu'à du coup J-1, parce que I ne doit pas être égal à J. Il doit être strictement petit que J, des UIJ. Et après, vous allez sommer pour J qui va de, cette fois-ci, 1 jusqu'à N. Ok, parce que pareil, J ne doit pas être égal à I. Des UJ. Après, c'est aussi égal à la somme pour J qui commence à I plus 1 du coup, parce que J doit être strictement plus grand que I, et vous l'arrêtez à N, des UJ. Et après, vous prenez la somme pour I qui va de 1 jusqu'à cette fois-ci N-1. Et donc, parce que tout simplement, l'indice I ne doit pas être égal à l'indice J. Et vu que l'indice J au plus, il peut valoir N, du coup, au plus, l'indice I doit valoir N-1. Ok. Et donc là, ça vous donne la deuxième formule de Fubini pour les sommes. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, ça, pareil, ces théorèmes de somme double, il faut les garder en mémoire. Parce que, encore une fois, dans les exos un peu tordus, ça peut être utile de dégainer une formule de Fubini pour se sortir de la situation. Ok. Bon, une fois qu'on arrive à ça, dernière chose qu'il va falloir mettre en place, c'est le produit de somme finie.
Et j'insiste bien sur le terme somme finie, parce que des produits de somme infinie, on verra, c'est séries et c'est pas défini tout à fait pareil. Ok? Donc là, on va se donner soit AI et BJ, deux familles de nombres complexes. Donc le théorème, lui, il est un peu plus simple. Il vous dit que la somme pour i qui va de 1 à n des AI, que vous multipliez par la somme pour j qui va de 1 à p des BJ, c'est égal à la somme double pour i compris entre 1 et n et j compris entre 1 et p des AI fois BJ. Ok, donc dès que vous avez un produit de deux sommes de ce type-là, vous pouvez toujours vous ramener à une somme double. Ok, et après la somme double, du coup, vous pouvez la calculer à l'aide des théorèmes de permutation que nous avons vus précédemment. Ok, et ce sera ce formule qui dit, bah, finalement, deux sommes finies dont on peut faire le produit. Voilà. Et donc là, pareil, j'ai oublié de préciser, hein, mais c'est deux familles finies hein, dans le théorème. Voilà. Donc c'est tout pour cette grosse vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et ben, installe-toi en mathématiques et en sciences.